Bonjour à tous. L'épisode de l'oracle de la mer est extrêmement connu dans l'œuvre de Lagarce, Juste la fin du monde. Ici, je vous propose des éléments de corrigé pour un commentaire littéraire. Donc tout d'abord, voyons en quoi la mer représente la mémoire familiale. En fait, la mère se présente au lecteur comme un statut plus qu'une personne. Elle sait, comme l'attestent des affirmations telles que « ils sont brutaux »,« je ne me fais pas d'illusions comme tu l'as appris par toi-même », elle représente le souvenir du père. Ce n'est pas moi ou ton père encore moins. Plus qu'une figure affective, elle représente un pilier. Petit b, la mère, un personnage sans action. En effet, la mère ne participe en rien à l'action. Elle rapporte les paroles des autres, ils voudront te parler, désignant Suzanne et Antoine. Elle commente l'action des autres personnages et il est probable qu'ils le feront et maladroitement. Puis, elle prédit le comportement de Louis, tu répondras à peine 2 ou 3 mots, et des autres, ils ne se souviendront que de ce sourire. Elle n'avance pas, pire, elle projette l'absence d'action dans l'avenir. Malgré l'abondance de futur, la parole reste prisonnière du passé. La prophétie. Petit c, la forte utilisation du futur de l'indicatif et le point de vue omniscient de la mère qui sait tout et voit tout font de la parole de la mère un oracle. Elle annonce l'avenir et détient le passé. Je sais comment cela se passera et c'est toujours passé. Son discours s'apparente à une tirade proche des tragédies classiques ou antiques. Les quelques incises ancrent la parole dans les discours des devins. Je t'ai vu. Et ce sera comme la trace du mépris, la trace des plaies. Elle maîtrise les conditions du soliloque, ne laissant pas voix au chapitre à Louis. Ne me dis rien, ne me dis pas le contraire. La mère est donc une figure prophétique qui n'entre pas en communication. Conclusion, transition de la partie 1 vers la partie 2. Jusque-là effacée, la mère prend une place particulière ici, en tant que prophétesse porteuse d'une parole pessimiste. Au fond, Louis n'atteint pas le statut de sujet dans ce soliloque tragique, car il n'y a pas communication, mais parole déréalisée. D'où le grand 2, une parole déréalisée. Petit a, la parole commentée. Les paroles de la mère paraissent irréelles et cela est ancré syntaxiquement. Seules 3 phrases constituent ce soliloque si l'on se fie à la ponctuation. Elles sont entrecoupées par des incises, par exemple « ils ne se souviendront plus tard » ou celle que je préfère, ensuite par la suite. Des formules comme « ce que je veux dire », c'est la peur là aussi, ce qui revient au même, souligne le fait qu'elle commente son discours ou celui d'autrui sur le fond et sur la forme. La parole elle-même devient objet de toute l'attention. Un choix de mise en scène pourrait être par exemple la mise en valeur de la bouche qui parle. Il s'ensuit que cette parole qui est commentée, qui s'auto-commente, qui est enfermée sur elle-même, va devenir une parole ressassée. Donc, petit b, la parole ressassée. La mère ne dit presque rien. La parole tourne en rond, elle n'a aucune densité. Les procédés de l'épanorthose, de l'aposiopèse et du polyptote sont récurrents. Elle ne fait que reprendre sans cesse des termes vides de sens. Et maladroitement, car ils auront peur du peu de temps, et cela sera mal dit ou trop vite, et brutalement encore. Cette succession de futurs forme une litanie, un chant plus qu'une parole véritable. Un lyrisme incantatoire. La structure de l'extrait, qui revient sans cesse à la même proposition, en fait une incantation, organisée en couplets et non en discours. La forme en verset accentue le souffle et l'émotion. La conjonction « et » en anaphore souligne la litanie. Donc nous avons un champ lexical ici de l'expression du chant sacré
La litanie, le verset, l'incantation, tous ces termes renvoient à une façon de déclamer qui s'apparente à la tragédie. Et dans la tragédie, plus particulièrement, la mélopée. Donc la conjonction « et » en anaphore souligne la litanie et ce sera mal et brutalement encore et dur aussi. Tout dans le lexique souligne la dimension prosaïque de la crise familiale, des rancœurs et reproches larvés, traînés dans ce coin-ci, mais tout est sublimé dans un lyrisme qui tient à l'organisation de la tirade en mélopée. Mais qu'est-ce qu'une mélopée ? La tirade est formée de 3 phrases marquées de pauses. À 4 reprises, la mère opère une forme de digression. Ce que je veux dire, moi non plus, je ne me fais pas d'illusions, ce n'est pas nous. Ces temps organisent l'ensemble et lui donnent son rythme. La parole suit un mouvement détaché de toute utilité dans l'action. Elle se donne en spectacle dans une dimension chorégraphique. Le texte n'entre pas dans la catégorie habituelle du texte théâtral. En convoquant le modèle antique, Lagarce extirpe encore plus son personnage de toute référence au réel. Figure d'affects universels, la mère intervient pour faire résonner le texte. Les échos aux autres paroles se multiplient. Paisible et habile sont des adjectifs utilisés par Suzanne et Antoine. Les soirs en s'endormant reprend les monologues de Louis. En cela, la théâtralité de cette tirade tient à ce qu'elle fait de la parole un événement. Petit c, la place de Louis. Face à la parole comme principal événement de la scène, que peut faire Louis? Le défi de la mise en scène est de trouver le jeu du fils face à la mère. L'acteur peut-il réagir face à l'expression du visage ou doit-il se déplacer au rythme de l'incantation? Ce qui est certain, c'est qu'il doit rester effacé. La mère dit « Tu répondras à peine 2 ou 3 mots, tu leur souriras, ce sourire ». Louis ne peut être hors scène, il est manifeste que la parole s'adresse à lui, l'invective même. Cette façon si habile et détestable d'être paisible, la mère accepte l'absence, voire la disparition de son fils, présent absent de la scène.